est 19 h, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de cette édition du 1er octobre 2010. Un samedi de manifestation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent la présence des salariés du privé pour mieux faire pression sur le gouvernement à quelques jours de l'examen du texte au Sénat. Quelques mois de répit pour Jacques Chirac. Le procès de l'ancien président dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, reporté de novembre à mars 2011. Et puis, le nouveau président du Brésil sera une présidence. Madame Dilma Rousseff devrait être élue et succéder à Luis Lula da Silva. Nous reviendrons avec nos invités sur 8 années d'une présidence pas comme les autres, d'un pays pas comme un autre. Alors, combien seront-ils demain à battre le pavé pour manifester contre les retraites? Les syndicats misent à nouveau sur une forte mobilisation et espèrent tordre le cou aux polémiques récentes sur les chiffres qui, vous vous en souvenez, avaient émaillé la journée d'action du 23 septembre. Ils demandent désormais aux médias de procéder au décompte. Marie Brémond. C'est quelque chose de simple. Ouais. C'est qu'un organe de presse, pourquoi pas RTL ou un journal, décide de compter. C'est l'appel de François Chérec et de Bernard Thibault aux médias à la veille d'une nouvelle manifestation. Dans la bataille des chiffres qui opposent toujours syndicats et policiers, les leaders syndicaux souhaitent voir un tiers plus neutre procéder au comptage des manifestants. Cela existe déjà en Espagne, par exemple, où le quotidien national El País recourt depuis l'an dernier à son propre mode de calcul. Mais si les médias français acceptaient de tenir ce rôle, la question des moyens poserait alors un problème. Ce n'est pas uniquement tel ou tel défilé, mais c'est quelle est l'ampleur des manifestations sur toute la France. Et là, pour pouvoir donner ces chiffres-là, il faudrait que les rédactions aient des journalistes dans toutes les villes de France où il y a une manifestation. C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a que la police ou les syndicats pour avoir les moyens de donner un chiffre à peu près exhaustif. De plus, pour ce sociologue des médias, les orientations politiques des organes de presse risquent d'alimenter la polémique. Je pense qu'on aurait assez vite une querelle entre le chiffre de l'Humanité et le chiffre du Figaro, par exemple, où là aussi, on retrouverait ces divergences. De toute façon, on gommera jamais la dimension politique de la signification de ces chiffres. C'est pourquoi François Bayrou demande aujourd'hui la création d'une autorité indépendante pour compter les manifestants, de manière à écarter les soupçons partisans. Alors le choix de la date de la journée d'action un samedi n'est évidemment pas anodin. Les syndicats misent sur la présence et le renfort des salariés du privé et des familles. Autre nouveauté, les jeunes qui, via des organisations lycéennes et étudiantes, sont appelés eux aussi à manifester. Flora Sauvage. Au siège de la Fidèle, principal syndicat lycéen, on prépare la manifestation de demain contre la réforme des retraites. Touchés par le chômage en début de carrière, les jeunes risquent d'avoir une retraite revue à la baisse. Les lycéens n'ont pas envie de partir du travail à 67 ans, ils ont envie de partir à 60 ans, non pas parce qu'on va dire les jeunes, c'est flemmard, ils pensent déjà à la retraite alors qu'ils n'ont pas commencé à travailler. C'est juste parce qu'on considère aujourd'hui qu'on a le droit à une vie après la retraite. Thomas, 18 ans, est étudiant en philosophie à la Sorbonne. Il va descendre dans la rue demain pour exprimer son mécontentement. Là déjà je me dis, le gouvernement que j'ai aujourd'hui, il veut pas que j'ai ma retraite à 60 ans. C'est pas une priorité qu'ils donnent. Parce que s'il se la donnait, il donnerait les moyens, plutôt que de les donner à autre chose, aux banques par exemple. Moi ça m'a beaucoup choqué. Car derrière la mobilisation des jeunes s'exprime un malaise plus général qui dépasse la seule question des retraites. C'est à la fois les retraites, parce que c'est le mot d'ordre. Effectivement, on doit se battre pour ça, parce que c'est pas une bonne priorité politique. Mais je pense que là-dessus, c'est aussi un ras-le-bol général. C'est à la fois la question de l'éducation, qu'on est en train de casser. L'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, la retraite. C'est également la xénophobie d'État. Demain, les syndicats espèrent entre 2 et 3 millions de manifestants dans les rues. Les organisations lycéennes et étudiantes ont appelé les jeunes à se mobiliser. Bonsoir Adjoa Djebara, vous êtes bientôt vice-président de l'UNEF. Alors l'UNEF qui a beaucoup fait ces derniers jours, 30 000 tracts, 50 000 affiches, des assemblées générales, un grand meeting en ce moment même. Vous attendez de nombreux étudiants demain dans les rues de Paris et des grandes villes? Pour nous, c'est sûr qu'au vu du travail que nous avons déployé sur les universités ces derniers jours, nous espérons que les jeunes vont être massivement dans la rue lors des prochaines dates. Donc il y a la date du 2, mais il y a aussi la date du 12 qui est très importante puisqu'elle se déroulera le jour où les étudiants seront sur leur lieu d'études. Et aujourd'hui, nous voyons que le travail prend dans les universités, que le travail de conviction marche et que les étudiants sont
aujourd'hui attachés à ne pas se faire voler le débat, puisque cette réforme, elle se fait en leur nom. C'est en leur nom que Éric Woerth nous vend la réforme. Et en réalité, elle se fait contre les étudiants. Les générations futures qui, si la réforme passe, seront étudiants à 20 ans, chômeurs à 25 ans et précaires à 67 ans malheureusement. Donc vous avez l'impression, passez-moi l'expression, que la mayonnaise prend auprès des étudiants, des lycéens également? On voit déjà qu'on a gagné la bataille de l'opinion. Il y a un certain nombre de sondages qui sont sortis ces derniers jours, notamment la semaine dernière, un sondage CSA qui faisait écho de 74% des 18-25 ans qui étaient opposés au report de l'âge légal. Aujourd'hui, il faut passer le cap de la sympathie au mouvement à l'engagement dans le mouvement. Et c'est pour ça que nous appelons tous les jeunes, dès demain, mais aussi la semaine prochaine, à mettre en place un certain nombre d'actions pour montrer leur attachement à une retraite solidaire et surtout ne pas se faire voler le débat, puisque cette réforme, elle ne va pas nous toucher dans 40 ans lorsque nous partirons à la retraite, mais elle va nous toucher dès demain, avec des conditions d'emploi qui seront plus dures pour les jeunes, un chômage des jeunes qui va augmenter, puisque quand on maintient plus longtemps les salariés déjà en place au travail, eh bien, il y a d'autant moins de place pour les jeunes. Vous avez eu des contacts avec les syndicats, la CGT, la CFDT, qui semblent un peu réservés de la mobilisation étudiante autour, j'allais dire, de leur affaire, de leur dossier, celui des salariés? Il faut savoir que dans cette mobilisation-là, nous ne souhaitons pas nous substituer aux organisations syndicales de salariés. C'est elles qui donnent les mots d'ordre, c'est elles qui choisissent les dates de mobilisation. Nous venons nous mobiliser aux côtés des salariés, en étant solidaires de leurs revendications, en apportant des revendications supplémentaires, comme la prise en compte des années d'études, comme la résolution du problème des jeunes et de l'emploi lorsqu'ils sortent de leurs études. Et donc chacun a sa place, et nous respectons totalement le rôle des syndicats dans cette mobilisation, et nous souhaitons juste participer pour donner le poids de la jeunesse à une mobilisation des salariés qui est déjà très forte, puisqu'il y avait 3 millions de personnes dans la rue le 23 septembre. Alors est-ce que vous rêvez d'une situation à la CPE? Je le rappelle, la loi avait été votée, le gouvernement a fait marche arrière sous la pression de la rue. Vous rêvez d'une situation similaire? Bien sûr qu'on rêve de faire reculer le gouvernement sur ce dossier-là. Je disais tout à l'heure, c'est les syndicats qui choisiront des mots d'ordre et qui choisiront ce qu'ils mettront sur la table avec le gouvernement. Nous, le seul élément que nous faisons passer aux étudiants, c'est qu'il est possible de faire reculer un gouvernement, même lorsque la loi a été votée. C'est en effet l'exemple qui a été donné lors du CPE. Merci. Regardez avec nous le sondage, la question que nous avons proposée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Pensez-vous que la mobilisation des jeunes sera au rendez-vous demain samedi? Eh bien, vous le voyez, il répond oui à 71% et non à 25%. Si la rue s'exprime demain, eh bien, c'est la semaine prochaine que le Sénat rentre en piste avec l'examen évidemment très attendu et en séance publique du texte sur les retraites ces derniers jours. C'est en commission et avec un peu de nervosité que les sénateurs se sont penchés sur le projet du gouvernement. C'est la chronique de Tam Tranui. Alors Tam, il s'est passé beaucoup de choses au Sénat, mais dans une relative discrétion, puisque le texte a été étudié en commission, celle des affaires sociales, avec une certaine nervosité, je le disais, et en particulier du côté de la majorité. Ah oui, il faut croire que les sénateurs et le gouvernement n'avaient pas tout à fait accordé leur violon. Premier son de cloche mardi, pour Éric Woerth, la réponse est très claire, il n'y a pas de concession possible sur le texte. On l'écoute. C'est pas non plus un nom agressif. Voilà, c'est bien ce qu'avait voulu dire le Premier ministre. C'est non quand même. C'est un nom dans l'intérêt général. C'est non quand même. Non, c'est non. Il y en a un qui s'est reçu ce nom de plein fouet, c'est le sénateur UMP et rapporteur pour la commission des affaires sociales, Dominique Leclerc. Mardi soir en commission, le gouvernement a d'ailleurs rejeté 2 de ces amendements qui, dans l'esprit, essayaient d'assouplir la réforme. Et la pilule a été dure à avaler, très très dure, si bien que le lendemain, Dominique Leclerc a préféré tout simplement retirer ces 140 amendements en commission. Alors c'est un geste évidemment spectaculaire, on voit peu ça en commission dans le cadre feutré du Sénat. Cela dit, tout le monde n'a pas compris de la même manière ce geste particulier. Ah ben c'est sûr, tout de suite l'opposition est montée au créneau parce qu'elle pensait que Dominique Leclerc s'était couché et en réalité c'était juste complètement l'inverse puisque par ce geste le rapporteur souhaitait manifester son mécontentement contre le gouvernement qui refusait toutes les concessions que lui voulait apporter au texte. Il faut dire que le Sénat est très attendu sur cette réforme et ça notamment depuis que Gérard Larcher, le président du Sénat, a évoqué des points de confluence avec la CFDT. Et on peut dire que pour l'instant, ces attentes n'ont pas été très satisfaites. Malgré les 113 amendements qui ont été adoptés en commission, il n'y a eu aucune avancée notable sur les points cruciaux, comme la retraite des femmes ou encore la pénibilité. Alors on verra bien sûr en séance dès mardi prochain. Parlons un mot des socialistes. On les a très peu entendus. Ils sont restés très discrets
pendant ces auditions. Comment peut-on qualifier cette attitude socialiste? Il faut dire que les socialistes, tout simplement, réservent leur force pour le débat public. Ils vont déposer tous leurs derniers amendements à la dernière minute. Ils ont jusqu'à lundi 11h pour le faire. Et jusqu'ici, ce sont plutôt les communistes, en fait, qui ont été vraiment la voix très active de l'opposition, qui ont porté haut et fort leurs revendications, en commission et ailleurs d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour la suite, on peut tabler sur un débat assez long au Sénat, au moins 3 semaines, et ça même si la présidence parle seulement de 15 jours pour l'instant. L'opposition est remontée comme une pendule. Les socialistes veulent déposer au moins 300 amendements, les communistes au moins 400. C'est dire si les débats s'annoncent plus mouvementés et plus spectaculaires que d'habitude. Et regardez déjà presque en prémisse de ce débat à venir la semaine prochaine, le groupe communiste qui manifestait avec ostentation son hostilité à cette loi sur les retraites. C'était jeudi dernier au cours des questions d'actualité au gouvernement. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve bien sûr vendredi prochain. En tout cas, il faudra être patient pour voir s'ouvrir le procès de Jacques Chirac pour détournement de fonds publics et abus de confiance dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Le procès a en effet été reporté aujourd'hui de novembre à mars 2011. Un report qui intervient 4 jours après l'accord financier conclu entre la mairie de Paris et l'UMP, vous le savez, dans cette même affaire. La chute d'un ex-conseiller, l'ancien membre du cabinet de Michel Alliot-Marie, mis en cause dans l'affaire des fuites à la presse dans le dossier Bettencourt, a été mise en examen. Et ceci dans une affaire de jeu de hasard. David Sena a été placé sous contrôle judiciaire. Les Français aiment la bagnole, disait Georges Pompidou, et bien Nicolas Sarkozy aussi. Près d'1 heure de visite au milieu des carrosseries scintillantes du mondial de l'automobile. Le président s'y est félicité des aides publiques accordées à ce secteur industriel. L'automobile, a-t-il dit, est l'enfant le plus prometteur du Grenelle de l'environnement. Après cette visite trépidante, Nicolas Sarkozy devrait bénéficier d'un week-end un peu plus serein. Le chef de l'État a visité la basilique de Vézelay hier. Il a fait savoir également qu'il visionnera demain le film Des hommes et des dieux sur le massacre des moines de Tibérine, ce long métrage signé Xavier Beauvois, qui, contre toute attente, vous le savez, dépasse maintenant dans les salles plus d'1 million d'entrées. Regardez ces quelques images avant de retrouver notre chroniqueur Jean-Daniel Lévy. Hier, ils ont tué encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Alors on évoquait la visite du président à Vézelay, la basilique du Morvan. On évoquait ce fameux visionnage de ce fameux film dès demain en privé à l'Élysée. Et il y aura également, je ne l'ai pas dit, mais la visite au Vatican. Ça sera dans une semaine exactement, vendredi prochain. Alors est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une attitude calculée du président de la République ou plus simplement d'un hasard de calendrier? En politique, il y a très peu de hasard, il y a quand même beaucoup de réflexion. On est à un moment où Nicolas Sarkozy rencontre un vrai problème avec l'opinion. On le voit à travers les codes de popularité, les codes de confiance, que Nicolas Sarkozy est au plus bas à l'heure actuelle. Donc il a la nécessité d'adresser un certain nombre de messages aux Français. Ces messages peuvent être soit montrer que sa politique est une politique efficace, soit montrer que la manière dont il incarne la fonction présidentielle est une incarnation qui apparaît comme étant rassurante. L'efficacité, il est difficile d'arriver à le prouver sur un temps relativement court. Sur les valeurs, on peut donner des signes aux Français qu'il y a une certaine forme de prise de distance, de prise de hauteur et de capacité à pouvoir penser le lendemain, et c'est probablement à travers les 3 événements qu'il cherche aujourd'hui à le montrer aux Français. Alors peut-on imaginer que cette attitude que je qualifierais entre parenthèses, entre guillemets, de religieuse, de particulière, en tout cas, puisse avoir une prise sur l'opinion publique? Alors déjà, premier point, c'est une vraie application d'une théorie qui a été fixée par Nicolas Sarkozy. On se rappelle qu'il avait écrit un ouvrage qui s'appelle Libre, et il avait d'ores et déjà décerné aux religions et aux spirituels la nécessité de compléter ce qui avait trait à la vie quotidienne. Donc il y a une vraie cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il effectue. Le deuxième point, il adresse un certain nombre de messages dans un contexte qui est un contexte où Nicolas Sarkozy est interpellé sur la manière dont il conduit la politique de la nation. Le débat, et on sait que le pape l'avait interpellé sur la politique à l'égard des Roms, et une partie du peuple de droite aujourd'hui interpelle le président de la République. Sommes-nous aujourd'hui face à un président
qui pense demain et qui arrive à faire en sorte qu'il y ait une vraie cohérence entre les valeurs que l'on porte d'une manière générale et la manière dont elles sont appliquées. Il s'agit là d'un message, probablement un message parmi d'autres, et il faudra attendre les autres messages pour arriver à modifier fondamentalement le regard que portent les Français à l'égard de notre président. Eh bien, les sondages peut-être le diront, comme l'ont dit les derniers sondages sur la cote de popularité au plus bas du président de la République aujourd'hui. Merci Jean-Daniel Lévy de votre visite. Le Brésil tournera une page de son histoire avec le départ dimanche de la tête du pays du charismatique président Lula da Silva et c'est très vraisemblablement sa dauphine Dilma Rousseff en tête dans les sondages qui devrait prendre logiquement sa succession. Alors avant d'évoquer avec nos invités les années Lula, le portrait de Dilma Rousseff à qui Lula va confier les clés d'un pays florissant. Un portrait signé Aurélien Romano. Elle sera sûrement le nouveau visage du Brésil. Économiste de formation, Dilma Rousseff a été militante d'extrême gauche, emprisonnée et torturée pendant la dictature des années 70. Aux côtés de Lula depuis 2002, date de sa première élection, elle a occupé des postes clés à la tête de l'État. C'est une femme extrêmement forte qui a occupé des postes généralement réservés à des hommes. Et petit à petit, elle travaille pour plaire à toutes les catégories d'électeurs. Une femme forte qui a su gommer une image de bureaucrate pour faire la course en tête dans les sondages. Seule inconnue maintenant, sera-t-elle élue dès le premier tour? Désignée par Lula qui ne peut pas briguer un troisième mandat, Dilma Rousseff s'inscrit dans la continuité. Les lecteurs ne regardent pas nécessairement la personnalité ou les traits caractéristiques de Dilma. Ils voient en elle le succès du gouvernement actuel et elle faisait partie de ce gouvernement. Elle a été nommée par le président qui a apporté la réussite actuelle, donc elle est perçue comme son égale. Une réussite qui saute aux yeux, Lula, fort de 80% d'opinion favorable, laisse un pays en plein boom économique. On estime à 29 millions le nombre de Brésiliens qui sont sortis de l'extrême pauvreté pendant sa présidence. Certains observateurs prédisent même que dans 5 ans, le pays sera la 5e économie mondiale. Alors pour parler de cette présidentielle brésilienne de dimanche et de l'ère du président Lula, je vous présente sur notre plateau Frédéric Louot. Vous êtes le président du groupe de recherche interdisciplinaire sur le Brésil. À vos côtés, André Neto, vous êtes journaliste dans le 2e quotidien du pays, en poste à Paris, El Estado de Sao Paulo. Alors on parle beaucoup de miracles en parlant de l'ère Lula, de ces 8 ans de présidence du président Lula au Brésil. Est-ce qu'on peut parler véritablement de miracles? C'est curieux, cette expression, on utilisait beaucoup dans les années 70, oui, lors de la dictature militaire brésilienne, contre laquelle Lula et les partis de travailleurs ont beaucoup lutté. Bon, oui, on pourrait parler de miracle si jamais la politique économique de Lula n'était pas une politique, une sorte de réelle politique économique. C'est une orthodoxie qui a été implantée au Brésil et ça marche. On voit bien que ça marche. Alors un mot sur le personnage, l'homme, Lula da Silva. D'où vient ce charisme? Est-ce que ça vient de son parcours personnel tout à fait étonnant? Ou est-ce qu'il vient, j'allais dire, de son bilan au bout de 8 ans de présidence? Oui, c'est intéressant qu'on parle de miracle, de charisme. Oui. Enfin, il y a tout un réalisme magique autour du président Lula. Et c'est vrai que c'est très lié quand même à sa trajectoire personnelle. Hors norme. Le premier président du Brésil quand même, non issu des classes, des élites politiques ou économiques traditionnelles, issu du peuple et qui connaît les problèmes du peuple et qui sait parler au peuple aussi. Donc c'est un charisme très fort. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir? Est-ce qu'on peut imaginer un tel personnage aussi charismatique, on l'a dit, quitter définitivement la scène politique du pays? Est-ce qu'il a encore un avenir dans la sphère politique du Brésil? Je crois pas. Lula va rester dans la scène politique brésilienne longtemps encore. J'imagine qu'il va beaucoup peser sur le futur du Parti des travailleurs. Il va beaucoup peser sur l'éventuel gouvernement Dilma Rousseff. Et même, on peut s'attendre d'entendre Lula dans la scène internationale aussi, peut-être à l'ONU, peut-être au Fonds monétaire international. On a parlé de ça il y a quelques semaines au Brésil. On peut l'imaginer revenir à la présidence? C'est ce qui se dit beaucoup en fait, que Lula placerait Dilma Rousseff pour revenir en 2014 et profiter des Jeux Olympiques et de la prochaine Coupe du Monde. Moi personnellement j'y crois pas trop, comme je crois pas trop au fait qu'ils se mettent dans la politique internationale
Il va créer sa fondation déjà. Et je pense qu'il va agir notamment dans l'ombre. Il s'est engagé à agir pour la réforme politique. Bon, il n'est jamais impossible qu'il soit tenté de revenir dans 4 ans, mais le temps politique va très vite au Brésil et il est très tôt pour savoir ce qu'il en sera en 2014. Alors messieurs, comment expliquez-vous l'extraordinaire popularité de Lula ici, en France? Il n'y a qu'à lire les journaux pour s'en convaincre. Ici en France et partout. Même Barack Obama a dit que Lula c'était quelqu'un d'extraordinaire. Je me rappelle plus son expression, mais il a dit que Lula c'était la personnalité politique la plus populaire au monde. Bon, comment expliquer ça? C'est peut-être son parcours, on a déjà parlé de ça, mais c'est peut-être aussi les symboles qu'est Lula. Lula, c'est un symbole de mobilité sociale et pas que pour le Brésil. J'imagine qu'en France, ça fait du sens aussi. On n'a pas beaucoup d'hommes politiques qui ne soient pas sortis du milieu aisé, disons, de la France, non? C'est intéressant parce que Lula est adoré dans la presse internationale, mais il est très vivement critiqué par la presse brésilienne. Et en particulier la presse écrite. Il y a un hiatus qui est assez fort sur ça. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que sur la scène internationale, comme dans ses rapports avec sa population, Lula est un personnage qui respecte. Il l'avait dit. Pour se faire respecter, il faut d'abord se respecter soi-même. Et c'est ce qu'il a mis en place au niveau international et c'est ce qu'il met en place aussi dans ses relations humaines, que ce soit avec la population brésilienne ou avec ses homologues présidents de la République. Alors on dit toujours du Brésil que c'est un pays où les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. Est-ce que c'est moins le cas après 8 années de présidence Lula? C'est moins le cas, mais c'est encore grave. On a parlé sur le reportage qui nous a précédé. Il y a 29 millions de Brésiliens qui sont sortis de la pauvreté, ça c'est vrai. Il y a 45 millions de personnes qui reçoivent maintenant la bourse familiale, en fait la bourse famille, la Bolsa Família comme on appelle au Brésil. C'est une allocation, la première allocation de grande ampleur qu'on a au Brésil. C'est important ça, ça change, c'est vrai. L'inégalité commence à baisser au Brésil, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors quels sont les grands chantiers à venir pour, j'allais dire, la future présidente maintenant? Grand chantier, moi je ferais peut-être la transition en disant que les inégalités ne se sont pas tant réduites que ça. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires. Ouais. Et les riches ne se sont jamais autant enrichis que sous Lula, paradoxalement. Donc les pauvres sont sortis de la pauvreté, mais les riches se sont enrichis. Peut-être qu'un des défis pour Dilma Rousseff, ce serait justement d'enfin essayer de travailler à lutter contre ces inégalités économiques et peut-être par exemple mettre en place certaines réformes que Lula avait promises et qu'il n'a pas mis en place, comme la réforme agraire, réforme fiscale, et un peu éducation aussi, gérer tous ces grands écarts en fait que Lula a mis en place pour pouvoir gouverner et pour pouvoir faire profiter les Brésiliens de la croissance économique. Alors vous l'avez dit, 2014, les Jeux Olympiques, un formidable défi là encore pour la future présidente et pour le pays tout entier. Tout entier et surtout dans le domaine de la corruption. On sait très bien que ces grands événements, ils sont liés à des grands travaux d'infrastructure et c'est dangereux dans un pays comme le Brésil où les institutions ne sont pas habituées à contrôler les dépenses publiques de la façon propre, on dirait. Et un enjeu aussi pour la ville de Rio et un enjeu fort qui rappelle un autre peut-être point faible du bilan de Lula, qui est la criminalité. Une criminalité qui s'étend au Brésil, et on peut peut-être le souligner, qui s'étend aux villes moyennes, qui est plus propre aux seules grandes villes, grandes capitales étatiques, mais qu'on retrouve qui s'implantent dans de nombreuses villes. Et peut-être que justement les fonds qui vont être liés, et tous les enjeux économiques liés aux Jeux Olympiques à Rio et à la Coupe du Monde plus généralement, vont aider à lutter contre cette criminalité et comment. Toute dernière question, est-ce qu'on est absolument certain que Mme Rousseff sera élue dimanche, comme le prédisent les sondages? On a parlé tout à l'heure. Moi, je ne trouve pas. Il y a encore deux jours, l'écart. Le dernier sondage a montré 52% en faveur de Dilma. Ça suffit, mais il faut voir. Hein. Peut-être dire rapidement qu'on est sûr qu'elle sera élue, mais on n'est pas sûr qu'elle soit élue dès le premier tour. Voilà. C'est ça, il y a 2 tours, rappelons-le. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour nous parler de Lula et du Brésil. C'est la fin de cette édition. À suivre sur nos amis d'LCPAN, Entre les lignes, et bien sûr, tout ce week-end, toute l'actualité politique et parlementaire sur publicsénat.fr. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci.
publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Sénateur et maire de Dijon, François Rebsamen jongle avec ses 2 casquettes. Récit de la journée type d'un homme pressé en Côte d'Or. Bon, je vais aller en séance. Ouais, vous êtes appelé le... Merci. Je suis fier d'être le premier maire de Dijon à entrer au Sénat. Alors, qu'est-ce que j'emmène? Soit mes prédécesseurs n'avaient pas osé prendre ce risque, soit ils s'y étaient cassés les dents. La parole est à François Rebsamen. Donc c'était d'abord une satisfaction personnelle, et puis une victoire pour la gauche, une victoire pour les socialistes. J'étais numéro 2 du Parti socialiste, je ne le cachais pas, donc c'était pas évident. Le chômage bondit. Moi je revendique ma fierté d'être maire d'une grande ville. C'est ce qui me passionne le plus dans la vie publique. Vous avez foncé? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment va? Ça va, ça va. Il y a des